Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Salut! Parfait. Du coup, Justine, tu m'entends bien? On est tout bon. Est-ce que Ouais, dans le live, est-ce super. que tout le monde m'entend bien? Est-ce que la vidéo fonctionne bien? Est-ce qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises? Je n'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'on est en live? Parfait. Ok, Camille, super. merci Camille! Génial. Merci Camille. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour le troisième épisode de la première saison de la série Étudiants et entrepreneurs de la Why Not Factory. La Why Not Factory, c'est l'incubateur de start-up de l'école ESAM, soit tout simplement le monde des possibles pour les entrepreneurs. La Why Not Factory, c'est également un espace de coworking pour nos étudiants incubés. Et c'est surtout un espace pédagogique où nous créons des ateliers, des outils et des formations sur l'entrepreneuriat. Je m'appelle Jean-François et je suis le responsable pédagogique du master entrepreneuriat de la Why Not Factory en partenariat avec l'école ESAM. Pourquoi cette série? Pourquoi ce titre? Notre objectif est simple. Vous prouvez qu'entreprendre pendant ses études, c'est possible. Chaque semaine, je rencontrerai un étudiant entrepreneur qui vous racontera sa folle aventure. Vous saurez tout sur leurs succès, leurs challenges, leurs emmerdes, de la complexité d'entreprendre au fou rire que cela procure. Durant ce live, vous aurez bien entendu la possibilité de nous poser des questions au fur et à mesure, et nous ferons tout notre possible pour y répondre. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à liker ou à commenter ce live. Aujourd'hui, c'est Justine de Roomba qui me rejoint pour partager avec vous son expérience d'entrepreneur étudiante. Roomba, ce n'est pas une start-up proposant des cours de danse, mais bien le futur meilleur site de réservation de salles en France. Justine, comment vas-tu? Bah ça va super bien. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être là. Surtout la Why Not, voilà, elle a une place un peu spéciale dans mon cœur, donc merci beaucoup. Et merci à toi de prendre ton temps parce que je sais que c'est un peu la folie entre ton travail, ton alternance, l'ouverture de Roomba, c'est un peu fou. Ouais. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Alors, en deux mots, moi j'ai eu un parcours un peu semé d'embûches où en fait, bah au début je voulais faire du droit et puis en fait ça le faisait pas. Je suis partie en école de commerce. J'ai pris goût au commerce. Bref, j'ai atterri en troisième année de bachelor, du coup à l'ICD, qui fait partie du groupe IGS, dont fait partie l'ESAM. Tout à fait. Et en fait, j'ai découvert le monde de la finance que j'ai vraiment apprécié. Et c'est au cours de cette année-là que m'est venue l'idée de Roomba. Donc, heureusement que j'étais au groupe IGS et que j'étais à l'ICD parce que peut-être que sans ce cours de e-business, j'aurais pas eu l'idée de mon projet. Et Voilà. justement, donc, alors lundi, si je ne me trompe pas, c'était le lancement de Roomba, c'était aussi ton Exactement. anniversaire. Exactement, ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter plus qu'est-ce que c'est Roomba? Alors, Roomba, c'est très simple. En fait, c'est une plateforme événementielle accessible à tous qui vous permet de maîtriser votre budget. En fait, actuellement, le marché de l'événementiel, il est réservé à des personnes qui ont globalement les moyens. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens, mais qui méritent tout autant d'avoir un magnifique événement, que ce soit un mariage, un baptême, un anniversaire, une fête de famille, peu importe. On a tous été dans cette galère en tant que jeunes de se dire bah j'ai peut-être 100 ou 200 euros, j'ai mes meilleurs potes, j'ai envie de les réunir, j'ai envie de faire un truc de fou, sauf qu'en fait j'ai rien trouvé dans mon budget. Et en fait Roomba va permettre aux gens de faire l'événement qu'ils souhaitent, peu importe le budget qu'on a. Ok, super. C'est vraiment un très très beau projet. Est-ce que tu peux Merci. juste nous dire l'historique de ce nom? Parce que j'aime beaucoup l'histoire. Oui, alors du coup tu dis ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup Ouais. et les gens vont rigoler parce que je Mais devais non, mais être la seule c'est personne au génial. monde à... Comment? Et il est génial ce nom. Il est génial et je devais être la seule personne au monde à pas être au courant que Roomba c'était une marque d'aspirateur. Voilà. Ah mince. Donc j'ai choisi le nom et en fait les gens, je crois que le premier à me le dire c'était Antonin d'ailleurs. Donc en fait pour résumer, donc c'était avec Olivier, un expert de la Why Not Factory. On réfléchissait, on se disait mais qu'est-ce qui peut représenter l'événementiel sans parler que des mariages et en mettant en avant le fait qu'on était surtout sur la location de salles. Et c'était compliqué. Alors Olivier m'a proposé des noms de fous, genre Kangouroum, des trucs incroyables. Et en fait, je me retrouvais pas dans ces noms-là. Et ça m'est venu dans le métro quand il m'a présenté sa liste. Et en fait, je me suis dit, moi, de toute façon, je veux un mot où je pourrais partir à l'international et
je veux que je puisse, par exemple, proposer mon service en Angleterre, aux États-Unis et pas avoir à changer de nom. Donc je voulais forcément un mot en anglais. Le mot room, je le trouve génial et je voulais vraiment qu'il apparaisse parce que les deux O, bah c'est top. Je pouvais faire plein de smiles et tout, voilà, bref. Et en fait, je me suis dit, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, bah en fait, room et ba, parce que c'est mon nom de famille, et du coup, bah la rumba, c'est festif, ça se fait dans tout événement, et je me suis dit, mais en fait, c'est ce nom-là qu'il me faut. Et quand je l'ai trouvé, bah tout de suite, ça a fait tilt, quoi. Et la rumba aussi, la danse, a été créée dans la tribu de mon père et ça a été exporté après à Cuba. Du coup, ça faisait tout un lien que je trouvais assez sympa. C'est vraiment pour Voilà. ça que je voulais que. Parce que le nom est beau, du coup, avec cette histoire-là, il est vraiment beau. Bah merci. Et est-ce que tu t'imaginais entrepreneur, je sais pas, quand tu étais petite, ou c'est quelque chose où tu te sentais que tu avais envie de ça, ou c'est vraiment ce fameux cours de e-business où tu t'es dit, ah ouais, non, il y a un truc là. Je crois que mon prof, il va m'adorer, il va montrer des vidéos de moi partout. Non, alors en fait, moi, je viens pas d'une famille entrepreneur. Et du coup, je trouve que c'est un peu encore plus difficile parce qu'on a beaucoup d'appréhension du coup. Euh, et en fait, moi, il y a des gens qui se disent toute leur vie, moi, j'aurai ma boîte plus tard. Moi, c'était pas le cas. Je me disais juste, je vais avoir un travail qui me plaît, où je m'épanouis. Et voilà. Donc, j'ai, comme je te l'ai dit, testé plein de secteurs. Et en fait, c'est quand j'ai eu, pour moi, la bonne idée, où je me suis dit, ben, je me lance, mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à me dire, ben, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, etc. Parce que bah, quand on te conditionne toute ta vie au salariat, bah, c'est un peu compliqué d'essayer du coup de gommer en fait tous les préjugés que tu as sur l'entrepreneuriat. Et en fait, je me rends compte maintenant que je sais même pas pourquoi j'ai pensé au salariat en fait. Je me rends compte que c'est incroyable de monter sa boîte et c'est le seul quand je parle de Roomba et quand je suis dans des rendez-vous clients, etc. C'est le seul endroit où je suis vraiment moi. Parce qu'en entreprise, on doit toujours un peu faire attention aux autres, pas être trop ambitieux parce que c'est mal vu. Faut pas trop parler de sa vie non plus parce que on peut s'en servir contre nous, etc. Et en fait, quand tu montes ta boîte, t'es juste toi. Et en fait, ta boîte, tu l'as construite à ton image et tu peux être le plus ambitieux du monde. Bah c'est top parce qu'en fait, tu vas emmener ta boîte super loin. Donc voilà. Ok, super. Alors, on a un tout petit décalage son-image, il me semble. On va gérer ça, excusez-nous, c'est les imprévus du direct. Est-ce que tu peux revenir un peu à la genèse de ton projet? Ouais. Comment t'es venu? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je me lance Ouais. là-dedans? Alors, bah en fait, moi j'ai grandi en province, en Normandie. Faites pas de blagues là-dessus, ok, c'est très bien la Normandie. J'ai grandi, j'ai grandi en Normandie et quand tu grandis en Normandie, ben il y a déjà pas grand-chose à faire et surtout les soirées que tu veux faire, il y a pas trop de bars, il y a pas trop de lieux où tu peux être accueilli. Surtout quand t'as plein de potes, que t'as une grosse bande de copains. Et donc, bah, du coup, les seuls lieux, c'est les salles du village ou les salles des villes, quoi. Sauf qu'en fait, bah, c'est compliqué de louer une salle de la ville déjà quand t'es mineur et en plus il faut que la mairie soit ouverte, c'est une galère. Il faut que tes parents soient là, etc. Bref, donc c'était compliqué. Je me suis toujours dit il y a un truc à faire avec ça parce qu'en fait les gens sont en demande, mais c'est tellement compliqué sur la logistique que bah en fait tu peux pas la louer ta salle quoi et c'est hyper frustrant. Et donc en fait j'avais cette idée en tête et puis c'est petite blague à part, en fait, j'avais une passion, je visitais des salles en fait. Parce qu'il y a des gens qui vendent des salles des fêtes et donc quand j'avais la vingtaine, je visitais des salles et je m'étais dit un jour j'achèterais ma salle. Et j'ai jamais acheté ma salle, mais je me suis dit toujours dit il y avait un truc à faire et quand j'ai eu un cours de e-business en fait l'année dernière, je me suis dit bah tu peux pas avoir ce parc de salles parce que c'est compliqué en fait d'investir dans l'immobilier parce qu'il faut de l'argent de base et puis moi j'ai pas d'argent, je suis étudiante, enfin voilà. Et j'ai eu ce cours de e-business et je me suis dit mais en fait au lieu de vouloir créer quelque chose de nouveau, au lieu de vouloir acheter une salle des fêtes et genre créer une chaîne de salles des fêtes, pourquoi tu ferais pas déjà un lien avec toutes les salles qui existent? Et donc j'ai eu l'idée de cette application, je me suis dit bah en fait déjà une appli qui référence toutes les salles et où tu pourrais la louer en 2 clics, bah déjà ça serait super. Et donc c'est là que l'aventure a commencé. Ok. Alors, j'ai juste une petite question qui intervient de Katia. Est-ce Ouais. que Roomba, ça a été ta première idée ou tu as eu d'autres idées avant de te lancer?
Non, ça a été vraiment ma première idée et la seule. Parce que en fait, comme je le disais, j'ai jamais voulu être entrepreneur. C'est plus j'ai eu cette idée, je me suis lancée, et j'ai mis un peu de temps, mais j'ai pas forcément eu d'autres idées. Mais maintenant que je suis dans le projet, en fait, j'en ai plein. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai, moi, je veux pas créer un projet pour gagner de l'argent. C'est clairement pas mon but. Je Ok. pense que savoir pourquoi tu entreprends, c'est hyper important. Et moi, j'entreprends pour les autres, en fait. Moi, je suis comme ça. Tous les gens qui me connaissent, ma vie est vouée. Je suis dévouée aux autres. Enfin, je sais pas comment le dire, mais je fais que aider les gens dans ma vie tous les jours et je fais toujours en sorte que les gens soient bien et de toujours être là. Enfin voilà, je suis toujours là pour les gens. Et en fait, j'entreprends pour ça, en fait, pour faciliter la vie des gens et pour les aider. Et je me rends compte que c'est ça qui me guide dans la vie. Et du coup, bah, j'ai plein d'autres idées qui viennent au fur et à mesure, notamment plutôt associatives ou dans l'humanitaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, j'espère qu'une fois que Roomba aura explosé, j'aurai une fondation où je pourrai, du coup, encore plus aider les gens, quoi. Et bon courage pour ça, parce que c'est plein d'opportunités, c'est un chemin. Et au début, tu t'es dit, OK, j'ai cette idée-là. Comment tu t'arrives, parce que tu n'as pas forcément un gros background en informatique, Ouais. Non. comment tu te dis justement, comment tu arrives à légitimer ça en disant, OK, je Ouais. fais comment? Je fais quoi? C'est un gros point. C'est très compliqué, on va pas se mentir. Je suis une femme, je suis jeune. Et en plus, je suis métisse, donc quoi qu'on dise, enfin, je suis issue de la diversité, même si j'aime pas cette expression. Donc, je cumule un petit peu bah, les choses qui font que, ben, je suis, enfin, dans le monde entrepreneurial, on n'est pas trop représenté, quoi, les femmes, de la diversité, enfin voilà. Et donc c'était un peu compliqué au début, donc je te disais j'avais déjà ces clichés là en tête. En plus je me suis dit mais en fait moi tout de suite le modèle qui me venait c'était Airbnb, donc je me disais donc toi comment tu veux du haut de ta vingtaine d'années créer Airbnb c'est pas possible. Et en fait j'avais vraiment zéro compétence et c'est là que du coup moi quand j'ai eu cette idée en fait en e-business j'ai poussé la porte de la Why Not parce que mon prof m'a dit ben en fait, Justine, t'as une super idée, donc juste à côté, t'as un super incubateur qui est l'incubateur de l'école, donc vas-y. Donc j'y étais. Et c'est là qu'en fait, j'ai découvert tout un monde, quoi. On avait ouvert la boîte de Pandore, c'était génial. Et là, je me suis dit, et en fait, au début, t'as la super idée, t'es enthousiaste, et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, et là, tu déchantes un peu. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut s'accrocher, parce que je me suis dit, ah ouais, donc en fait, il va me falloir 300 000 euros pour créer mon site, quoi. Voilà. Et j'ai pas de CTO, j'ai pas de compétences informatiques, je peux pas le faire moi-même, j'ai pas les fonds. Et en fait, ce que j'ai fait, bah en fait, j'y étais au culot. Je me suis dit, bah la chose que t'as, c'est que t'es un peu sympa, tu sais un peu parler de ton projet, bah va en parler aux gens, puis les gens ils vont t'aider quoi. Et et du coup, bah en fait, j'ai été un peu au culot. J'ai contacté le CTO de Price Minister, qui était du coup la première marketplace avant Amazon, qui est française. Donc en fait, c'est juste des monstres dans le milieu startup, ils sont hyper connus. Et en fait, moi, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai envoyé un message sur LinkedIn. Et je lui ai dit, bah voilà, ça fait 2 semaines, j'ai une idée de projet. On se rend compte que mon projet, il est ouf. Voilà, donc faut vraiment qu'on se voit. Et moi, je vous admire. J'avais écouté un podcast qui s'appelle Le Gratin. Et en fait, il était interrogé. Je me retrouvais vraiment dans ce monsieur. Et en fait, il m'a dit, bah ok, on va boire un café. Et donc, j'avais cours. Ça devait être en mai. J'étais en cours et j'ai dû partir du cours en mode, bah désolé, je vais rencontrer le mec qui a fondé Price Minister. Ciao. Et en fait, le mec était juste incroyable et il m'a donné plein de conseils. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure et je me suis rendu compte que bah en fait chaque problème avait une solution, c'est juste que t'as pas la solution tout de suite et que bah en fait tu peux construire un site avec beaucoup moins et si t'as une idée et que t'arrives à convaincre les gens, tu trouves des solutions. Voilà. Et donc bah au final j'ai un site sans avoir mis 300 000 euros sur la table qui marche très bien. Donc voilà. Eh ben, félicitations, du coup. Et comment justement tu as géré ce côté technique? C'est toi qui as créé le site toi-même ou tu t'es dit, bah, OK, moi j'ai l'idée de base qui est géniale Ouais. et je m'appuie sur quelqu'un d'autre? Alors
moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que j'ai tout de suite eu en tête, c'est que les entrepreneurs qui échouent, c'est les entrepreneurs qui pensent qu'ils peuvent tout faire et qui sont bons dans tout. Sauf que c'est faux. On n'est pas bon dans tout. Moi, le côté technique, ça ne m'intéresse absolument pas, même si les gens pensent que je dois me former à ça. Ça ne m'intéresse pas, donc laissez-moi tranquille. Je vais déléguer à des gens. Je dirais plus rien là-dessus. C'est moi, voilà. Donc, et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, déjà, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que en octobre, il y a eu l'appel à projet de la French Tech Tremplin, qui est le premier programme lancé par le gouvernement pour soutenir les startups et du coup pour un peu équilibrer, on va dire, les gens qui partent avec un peu moins de chance à la base. Et donc, les femmes qui se lancent dans des projets numériques, etc. Et donc j'ai été prise, j'étais trop contente. J'avais mon jury, c'était du coup le fondateur de Feed, Anthony, qui est du coup maintenant un ami, et Jade de We Maintain. Et en fait j'ai eu cette chance-là, et donc tu décroches une bourse et tu pars pour 3 ans. Il y a 3 phases, et donc j'ai eu de l'argent et grâce à ça j'ai pu construire mon site. Mais entre temps j'ai découvert les bienfaits du no-code que je ne connaissais absolument pas, et c'est génial. Voilà, je vous conseille. Est-ce que tu peux nous parler juste alors du coup du no-code pour les étudiants entrepreneurs ou les personnes qui aimeraient jeter un site? Est-ce que les bases en 2 minutes? Alors, le no-code, c'est la réponse à tous vos problèmes. En fait, le no-code, c'est réussir à automatiser et en fait à faire des choses sans avoir besoin de développer. Et en fait, ça commence à bien monter ce mouvement-là. Et en fait, on se rend compte que on peut envoyer plein de mails automatiquement sans avoir besoin d'avoir des trucs compliqués. En fait, on peut tout faire en connectant plein d'outils. Et en fait, moi, je gère beaucoup de choses aussi toute seule parce que je vais avoir la main sur beaucoup de choses. Et du coup, le no-code, ça m'aide parce qu'en fait, j'ai plein de trucs qui m'aident à faire des choses sans avoir besoin de coder une seule ligne, quoi. Voilà. Donc, je recommande. Voilà. Par exemple, l'exemple, c'est qu'on peut faire un site sur WordPress. Ok. Ouais, c'est le plus gros exemple. Ouais. Ouais, voilà, c'est l'exemple le plus parlant. Et là, si vous avez un peu de courage, vous mettez un peu de temps. Moi, j'avais clairement pas envie, comme je vous l'ai dit, quand on me parle technique, faut me laisser tranquille. Donc, j'ai pris des prestataires, ouais. D'accord. Okay. Et justement, alors, tu as commencé avec un incubateur qui était la Why Not. Oui. Et tu en as fait plusieurs après. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça apporte au final? Parce qu'on voit plein d'incubateurs en France. Et qu'est-ce que ça apporte un incubateur pour des entrepreneurs et notamment pour des étudiants entrepreneurs? Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses bien. Après, je vais nuancer mes propos, mais c'est hyper important d'être suivi. Moi, je vois la différence avec mes amis, malheureusement, qui sont pas dans des structures. En fait, les incubateurs, c'est un peu comme l'école, en fait. Au final, il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre par toi-même, mais d'être entouré et c'est un gain de temps et c'est un gain d'argent parce que en fait, t'es entouré déjà. C'est vraiment hyper important d'échanger avec des gens qui ont aussi des startups parce que la plupart de mes problèmes ont pu être résolus grâce à des gens qui montaient des projets. Donc ça, c'est hyper important. Et les gens te challengent sans cesse. Donc vraiment, quand tu as une idée, faut pas foncer en te disant mon idée c'est la meilleure parce que moi, mon idée entre le moment où j'ai poussé la porte de la Why Not et maintenant, ça a changé mais plein de fois quoi. Et faut pas en avoir peur, c'est normal. On s'adapte au marché, etc. C'est normal. On découvre d'autres types de clients auxquels on n'avait pas pensé, etc. Donc déjà, il faut rentrer dans cet écosystème parce qu'en plus, à partir du moment où vous allez aller voir des investisseurs ou vendre votre projet, si vous connaissez pas l'écosystème startup, déjà ils vont se dire il y a un problème. Tu montes une startup ou alors une entreprise. On parle beaucoup de startup, mais les entreprises. Il faut connaître ces codes. Il faut savoir les gens qui réussissent bien dans le milieu, les incubateurs qui sont bien, ceux qui sont moins bien. Et moi, le meilleur conseil que j'ai eu des experts, c'est ok, tu veux lancer ta boîte, faut que tu connaisses l'écosystème. Faut que tu saches ce que c'est Station F. Faut que tu connaisses les meilleurs écosystèmes. Faut que tu connaisses les gens qui ont les plus grosses communautés sur LinkedIn et qui sont des modèles inspirants. Donc voilà, et du coup me faire suivre, être incubé, ça m'a permis de découvrir tout ça, de découvrir l'écosystème startup beaucoup plus vite. Ça m'a permis d'être challengé par des experts, même si au début tu fais la gueule et que t'as juste envie de claquer la porte en disant mon projet il est trop génial, laissez-moi tranquille. En fait ça te permet d'être challengé et ça te permet de te remettre en question et d'acquérir beaucoup de compétences hyper rapidement.
Ça, c'est vraiment important. Et surtout, des fois, de pas se sentir seul. Parce que, en fait, on connaît, on appelle ça des solopreneurs. Enfin, c'est vraiment la solitude de l'entrepreneur, elle est terrible. Si autour de toi, les gens comprennent pas ton projet ou t'accompagnent pas, mais en fait, tu peux trouver une famille dans ton incubateur. Parce que tu as des gens qui vont te relever, qui vont t'aider, qui vont parler, qui vont partager leurs échecs et c'est hyper inspirant. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, quoi. Okay. Super. Alors j'ai une petite question. Je sais qu'actuellement donc tu travailles avec 13 personnes, donc tu es quasiment à la tête d'une énorme PME. Ouais, c'est ça, la multinationale, c'est bon. Est-ce que du coup tu as des associés? C'est une question d'Étienne. Et est-ce que tu as des associés et comment tu as fait pour les rencontrer si tu en as? Ouais. C'est je pense, la question qui revient le plus dans l'écosystème. Et je pense que c'est la question que je me suis longtemps posée. Parce qu'en fait, quand tu dis que tu vas créer un projet, déjà, malheureusement, t'es une femme, t'es jeune, bah forcément, on te dit, bah tu lèveras pas de fonds si t'es toute seule. Sauf que moi, en fait, je veux déjà créer mon projet avant de lever des fonds. Donc voilà. Et du coup, les associés, en fait, au début, tu y penses beaucoup, tu te dis, mais je peux pas y arriver tout seul, c'est compliqué, etc. En fait, tu avances sans te poser de questions et en fait, tu te rends compte que tu peux t'entourer de gens de différentes manières, des freelances, des amis, des gens de l'écosystème, etc., sans avoir d'associés. Donc moi, j'ai pas d'associés. Peut-être parce que je suis un peu folle et que je veux tout faire. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas d'associés parce que j'attends de trouver là où les personnes, et c'est très compliqué parce que tu te rends compte que déjà faut que la personne ait exactement la même vision que toi, parce que moi j'ai essayé j'ai eu 2 associés avec qui on a essayé et en fait je me retrouvais avec des personnes qui voulaient juste se faire de l'argent sur le projet et qui voulaient pas travailler derrière. Donc je me retrouvais à tout faire, sauf qu'en fait ils voulaient faire des interviews, tu vois. Donc donc j'étais même plus la tête d'affiche du projet, mais par contre pour gratter le papier, j'étais là. Donc non. Et donc ça s'est pas super bien passé. Donc j'ai vite compris au bout d'un mois, j'ai dit bon écoutez ciao. Moi ce qui était important c'était j'ai surtout vraiment j'ai mes amis qui me connaissent très bien les ont rencontrés et quand mes amis les ont rencontrés ils m'ont dit mais en fait Justine non quoi. Enfin, ils te correspondent pas, etc. Et en fait, je pense qu'on prend des associés surtout parce qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on se dit ce projet fait peur parce qu'il est énorme et j'ai besoin de gens. Vous avez besoin de gens, c'est sûr, mais vous n'êtes pas obligé de vous associer dès le début parce qu'en fait, moi, ce qu'on m'a dit et qui est très pertinent, c'est que une association, c'est un mariage. Et donc, en fait, tu partages les galères et tu partages aussi les succès. Donc, en fait, si tu te retrouves avec quelqu'un qui veut juste partager les galères ou juste les succès, ben, en fait, toi, ça va pas le faire parce que quand tu crées un projet, tu vis ton projet, tu respires ton projet. Et si les personnes à côté, c'est pas le cas, ben, ça peut être compliqué. Et moi, j'avais quelqu'un, la personne à qui on a essayé pendant un mois était très négative. Donc moi, j'avais plein d'idées. Il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Moi, je suis l'entrepreneur un peu créatif, donc j'ai des idées toutes les minutes. 95% passent à la poubelle. Les autres passent bien. Voilà. Mais j'ai un super calepin que je note tout. Mais en fait, cette personne, du coup, à chaque fois que j'avais une idée, même si au pire, je savais que l'idée allait pas forcément marcher, mais on pouvait la retravailler, etc. La personne me disait tout de suite non. Donc, bah non, ça va pas marcher, etc. Et donc, moi, je suis quelqu'un de très positif et j'arrivais pas à assumer cette négativité. Et ça me plombait moi-même. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je m'éteignais petit à petit à cause de cette personne, alors que c'était mon projet, mais en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai pas d'associés. J'ai des partenaires parce que les gens qui partagent mon projet, c'est pas des employés, c'est des partenaires. J'écoute ce qu'ils me disent et en fait, j'estime que si je fais appel à eux, c'est parce que j'ai besoin de leur expertise, que du coup je n'ai pas. Donc, faut un peu d'humilité par rapport à ça. Je leur dis pas ce qu'ils ont à faire, mais on réfléchit ensemble. Du coup, j'ai pas encore d'associé. J'espère que ça viendra, mais pour moi, c'est plus une nécessité comme ça l'était avant. Et je pense qu'on perd beaucoup de temps à chercher des associés et on devrait plus se faire confiance et du coup essayer de se former aussi soi-même. Voilà. Ouais, c'est vraiment ce qui revient souvent sur les associés, c'est un mariage, c'est quelque chose, c'est à la vie, à la mort, quoi. Et trop se lancer là-dedans, c'est avoir des partenaires, oui, parce que comme tu le dis très justement, il faut pas il faut pas penser qu'on fera tout seul, mais qu'il faut vraiment se concentrer et pas avoir peur de parfois mener sa barque un peu seul.
Mais exactement. En fait, c'est vraiment, je pense qu'au début, on est tellement challengé et on n'a pas forcément monté de projet avant parce qu'on est étudiant, etc. Ben, en fait, on se fait pas confiance. Et du coup, de se dire qu'on a des associés, on va être entouré et peut-être qu'on va avoir plus de crédibilité, etc. Mais en fait, on peut l'acquérir tout seul, la crédibilité, et on peut y arriver. J'ai pas encore fait de levée de fonds, même si j'ai été approchée et que je suis en discussion. Euh, peut-être qu'à la levée de fonds, on va me dire, bah en fait, ça passe pas. Il te faut des associés. Et dans ce cas-là, moi, j'estime que c'est pas forcément une bonne raison de s'associer. Moi, je m'associerais avec quelqu'un qui m'apporte vraiment quelque chose et qui est pertinent pour moi. Et pas parce qu'on va me dire qu'il me faut un associé. Je trouve ça vraiment grotesque. Voilà. Tu as bien raison. Et alors, je reviens un petit peu au début. Qu'est-ce que, quand justement tu as poussé la porte des différents incubateurs, et notamment de la Why Not, là où c'était un peu le premier, quel est le conseil qui t'a le plus marqué, ou la matière, entre guillemets, la chose la plus importante que toi, tu as eu besoin de développer pour ton projet? Je pense qu'il y en a plein parce qu'en fait, je pense que j'ai développé plein de choses en même temps. Je, parce qu'en fait, tu pousses la porte d'un incubateur et en fait, tu te lances dans l'aventure et en fait, tu te rends compte que tu connais au final tout ce que tu apprends en cours. Bah, ça s'applique pas forcément à un business plan. Tu t'y connais pas en marketing, tu connais pas la com, tu sais pas comment gérer des réseaux d'une façon professionnelle, etc. Ça, c'est super compliqué. Mais du coup, ce que je retiendrai le plus, vraiment, c'est il faut apprendre à déléguer. Parce que en fait, tu pètes vite un plomb si tu estimes que tu dois tout faire toi-même et que tout repose sur tes épaules. En fait, il y a un moment, tu peux plus assumer. Enfin, tu fais beaucoup de choses. Et en fait, c'est là où tu risques de faire des erreurs. C'est à partir du moment où tu penses parce que tu as quelques notions, que tu maîtrises quelque chose, il y a rien de pire que de faire une mauvaise com, il y a rien de pire que de faire un design qui plaît pas. Donc le mieux c'est des fois d'avoir un peu d'humilité, de se mettre en retrait, de se dire bah il y a des gens c'est leur métier en fait de faire du design, de faire du marketing, de trouver des stratégies, de gérer des réseaux sociaux. Et c'est pas parce que moi j'adore aller sur Facebook que je peux tenir ma page que je peux tenir ma page Facebook. Et donc c'est là, en fait, c'est ce conseil qui a été vraiment judicieux pour moi, c'est ne pas hésiter à déléguer et surtout, surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que c'est compliqué. Moi, je suis quelqu'un, je demande jamais d'aide dans ma vie perso, etc. Moi, j'aide les autres, mais je demande jamais en retour. Et en fait, tu peux demander de l'aide. Et surtout, c'est pas faire preuve de faiblesse que de demander de l'aide. Et des fois, ça t'évite de te rater, mais complètement, quoi. Et donc vraiment demander de l'aide. Alors après, il faut savoir le faire. Et il y a des gens, ils passent leur vie à demander de l'aide, donc ça peut être agaçant pour ceux qui passent leur vie à aider. Donc, enfin, faut aussi doser. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment de la chance. Je sais qu'il y en a qui sont là, qui me regardent, et j'ai vraiment énormément de chance. Je suis entourée de gens extraordinaires que j'ai rencontrés dans les différents incubateurs, notamment dans la French Tech, et qui m'aident tous les jours, qui me font des retours sur mon site, qui me disent quand c'est bien, quand c'est pas bien. Et c'est vraiment important. Et ces gens-là, ils ont des compétences que moi, j'ai pas, quoi. Et du coup, leur demander de l'aide, c'est hyper pertinent. Et eux, en plus, ça les valorise aussi. Parce que ça veut dire que moi, j'apporte de l'importance à leur point de vue. Donc, ils sont toujours contents d'aider, quoi. Après, les harcelez pas parce que aussi, ils ont un projet et que, voilà. Il y a des gens qui ont des vies, mais faut savoir doser, quoi. Alors justement, question d'équilibre. Comment on fait pour gérer, parce que là, tu es étudiante, donc tu es en Master Ouais. 1 Finance. Ouais. Comment on fait pour gérer ce temps-là entre l'alternance, ses études, sa vie perso, sa vie sociale? Comment tu t'organises, et c'est J'en quoi ai les deux, pas. trois petits conseils que tu pourrais donner? J'ai pas de vie sociale, déjà, sachez-le. Ah, bon, bah, Si vous voulez me sortir, n'hésitez pas. Je laisserai mon numéro à la fin. Non, je rigole. Mais non, alors c'est en fait déjà c'est hyper important d'avoir un équilibre. C'est-à-dire que moi mon projet c'est ma passion, mais vraiment. Et je peux me réveiller à 3 heures du matin et écrire des trucs sur mon projet et me dire putain j'ai pas rempli mon Trello, enfin des trucs de ouf quoi. Et en fait il faut prendre du temps pour soi. C'est hyper important parce que si vous n'êtes pas équilibré, en fait c'est un peu bateau, mais vraiment, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et si vous faites un sprint et que vous faites que bosser, ben, en fait, il y a un moment, vous allez faire un burn-out. Du coup, il faut vraiment prendre du temps pour soi. Moi, quand je sens que j'ai trop bossé, ben, en fait, je me dis, bah, aujourd'hui, ce soir, je regarde un film et j'ouvre pas mon ordi. Ou alors, bah, demain, on est en jour férié. Bah, je vais pas ouvrir mon ordi, puis je vais appeler mes potes ou je vais appeler ma famille
et voilà, je vais couper un peu. Déjà, c'est hyper important. Et il y a des choses que vous pouvez toujours un peu remettre au lendemain. Enfin voilà, accordez-vous du temps pour vous parce que voilà, c'est important. Moi, je faisais beaucoup de sport. J'en fais un peu moins, évidemment, vous vous en doutez. Mais le sport, c'est hyper important. Ou trouvez en fait ce qui vous vide la tête. Si c'est écouter des musiques relaxantes, faites-le. Enfin, il y a un moment, vous avez vraiment une charge mentale et vous avez une charge de travail qui fait que vous culpabilisez si vous décrochez. Mais c'est important de décrocher parce que sinon vous allez mourir en fait, juste. Voilà. Et en termes de gestion, moi je le dis toujours, l'organisation c'est important. C'est vraiment important. Moi j'ai plein d'outils, j'ai Trello, donc dès que je pense à un truc, je me le note parce qu'en fait vous aurez beau avoir le meilleur projet du monde, la meilleure idée du monde, si vous n'êtes pas organisé et que vous loupez la moitié de vos rendez-vous, vous rappelez pas vos partenaires ou vos employés, au bout d'un mois, en fait, votre idée, elle tient pas. Parce que les gens, ils vont se dire, mais en fait, elle est pas du tout crédible, cette personne. Elle veut monter une boîte, mais elle vient pas au rendez-vous, elle rappelle jamais en temps. Donc moi, c'est hyper important pour moi. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et donc, il faut vraiment être organisé. Moi, je travaille, du coup, j'ai fait en sorte de travailler. Je commence à 7h du matin, je finis à 15h. Quand je suis à la BNP, je réponds pas. C'est hyper exceptionnel, mais je suis à la BNP, quoi. Et donc, les gens, ils savent que pour mon projet, ils peuvent me contacter à partir de 15h jusqu'à pas d'heure, jusqu'à ce que je dorme. Mais en tout cas, faut bien timer ses journées, se donner du temps pour soi et surtout avoir des organisateurs. C'est hyper important, quoi. Et du coup, moi, je sais que mes partenaires, je suis légitime à leurs yeux parce que je sais que quand je leur dis demain, je t'envoie ma présentation, c'est que demain à 8h, le mail il est programmé et la présentation elle est faite. Puis c'est aussi du respect en fait. T'as des gens qui t'accordent du temps, qui croient en toi et qui veulent t'écouter. Juste t'envoies pas la présentation, t'envoies pas le mail, tu les appelles pas. Moi je trouve que c'est un manque de respect en fait. Et du coup tu te grilles tout seul. Donc vraiment organisez-vous. C'est important. Voilà. Ok, merci pour ce conseil. Et alors justement, quand toi tu as commencé à avoir cette levée de fonds, enfin ce budget, cette bourse-là, ensuite, comment tu as géré ça? Et là, tu as lancé ton site lundi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce service-là précisément? Ouais. Alors, déjà, sachez que quand vous avez vos premières rentrées d'argent, c'est compliqué, il faut vraiment s'organiser parce qu'en fait, tu as envie de tout dépenser tout de suite dans tout. Parce que tout est important. Et moi, j'ai vraiment mis du temps à organiser mon budget. Pareil, il faut s'organiser, faut faire des Excel, j'en sais rien. Faut toujours demander plusieurs devis parce que les gens qui te font des WordPress, moi j'ai eu, le mec qui vient et qui te dit, je vais te faire un site WordPress pour 25 000 euros. Non. Je trouve la même chose à 3 000 euros et le mec est plus compétent que toi. Donc, organisez-vous, faites-vous des Google Sheets. Allez sur Malte, c'est un site qui est incroyable. Malte, il vous permet d'avoir plein de gens de qualité. Du coup, vous pouvez comparer les prix, voir les taux journaliers, etc. Faut toujours avoir en tête un peu ce qui se fait sur le marché. Donc j'ai mis beaucoup de temps du coup à m'organiser en termes budgétaires, savoir les prochaines étapes, un peu tout prévoir et tout, c'était compliqué. Pareil, l'incubateur m'a grave aidé parce qu'en fait, quand t'es suivi et que t'as des mentors, les mentors ils vont te dire mais en fait là Justine tu fais de la merde. Donc tu vas pas mettre 25 000 euros dans ton WordPress, ce n'est pas possible. Donc les gens ils t'aident beaucoup. Et du coup, tu voulais que je te parle du service? Oui. Donc là, en fait, je me suis un peu pris le confinement en pleine tête, comme la plupart des entrepreneurs. Et quand tu te lances, c'est encore plus c'est autant aussi compliqué parce que d'un côté, t'as pas de clients, donc c'est un peu une opportunité dans le sens où tu peux pivoter sans que ça impacte ton chiffre d'affaires. Mais du coup, faut aussi avoir un truc assez pertinent pour que tu attires les gens et que tu fasses. Donc voilà. Donc du coup, moi c'est mon entreprise, c'est toujours Roomba. Gardez ça en tête parce que les gens, du coup, je les perds après. Et en fait, je lance un service qui s'appelle SOS Salle où en fait, j'aide en fait tous les gens qui malheureusement se sont pris ce confinement en pleine face et qui du coup ont besoin de retrouver un lieu. Donc tous les gens qui voulaient se marier à l'étranger, tous les gens qui devaient se marier en mars et puis en fait c'est pas possible. Les séminaires d'entreprise, etc. Donc j'aide en fait gratuitement les gens à retrouver des lieux et à retrouver des prestataires pour refaire un événement après le confinement et du coup aussi aider tous les gens du secteur événementiel qui se prennent ça en pleine face parce que c'est compliqué, notamment dans les territoires pour
tous les traiteurs, les gens qui comptaient louer des salles, parce qu'en fait, c'est quand même la saison des mariages et tout. C'est quand même la moitié de leur chiffre d'affaires de l'année, voire plus. Du coup, en fait, je mets en avant tous ces gens du secteur événementiel et je vais les faire rencontrer en fait tous ces gens qui ont eu des annulations. Et moi, je vais faire la mise en relation, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez quelques galères que ce soit. On est là. Le service est gratuit et on va aussi aider en fait tous les BDE, tous les étudiants qui galèrent à trouver du coup leur lieu pour leur week-end d'intégration, etc. On fait tout ça gratuitement pour le confinement. C'est un peu notre pierre à l'édifice et j'espère pouvoir faire plus avec des dons, etc. très rapidement. Okay. Et comment, je suppose que t'es pas allé chercher toutes les salles de France, etc. Tu as dû monter des gros partenariats. Ouais. Comment tu as géré justement ça? Tu prends ton courage à deux mains et puis tu vas voir les gens. C'est compliqué. Faut vraiment bien maîtriser son sujet parce que tu as déjà des gens sur le secteur événementiel. Moi, la spécificité, c'est que je veux plus aider le secteur public, donc je suis une start-up d'État. C'est comme ça qu'on appelle ça. Okay. Et en fait, tu vas taper très haut. Moi, j'ai poussé la porte de 3 ministères. Toujours avec mon culot, en fait, j'ai rencontré Brune Poisson. Je lui ai dit, j'ai un super projet. Alors, j'avais eu un peu de chance, je l'avais rencontré avant, mais je lui ai dit, quand on s'est vu, j'ai dit, j'ai un super projet, faut absolument qu'on se voit. Et du coup, je l'ai harcelée jusqu'à ce qu'on se voit. Donc, j'ai vu sa chef de cabinet. Elle m'a dit, ton projet est génial et tout. Donc, trop cool. Ça m'a encouragée. Après, elle m'a dit, je te mets en relation avec, du coup, l'autre ministre, qui est le ministre des collectivités. Pareil, j'arrive avec mon petit dossier et tout, mes lunettes. Salut, j'ai un super projet. Montez avec moi dans le bateau. C'est trop cool. Et ils m'ont dit, ouais, on vient. C'est trop cool. Donc, du coup, voilà, j'ai embarqué, le ministère des collectivités. Et puis, j'en suis arrivée à voir Cédric O, où, vu que j'étais déjà dans le programme French Tech, j'ai contacté son chef de cab et je lui ai dit, salut, j'ai déjà vu tes 2 autres copains chefs de cabinet qui m'ont trop kiffé. Faut aussi que toi tu me rencontres et faut surtout que tu ramènes Cédric O. C'était trop cool. et du coup, j'ai été invitée au ministère pour présenter mon projet. Ils m'ont dit, en fait, c'est trop cool. Donc, dès que tu as besoin, tu nous dis. Donc, j'ai l'appui des membres du gouvernement. Donc, voilà. Ça aide. Alors, ça aide. Ça aide un petit peu. Tu as expliqué justement que tu étais une start-up d'État. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce nom, ce statut? Alors, en fait, quand tu es une start-up d'État, c'est qu'en fait, tu es une start-up au service du service public. C'est qu'en fait, moi, mon but, c'est vraiment d'aider les collectivités en leur, redonnant de l'argent, parce que les collectivités sont hyper endettées et il y a beaucoup de choses à faire avec nos territoires. Et du coup, permettre de la location de salles des fêtes donc municipales, déjà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mais en fait, j'apporte une digitalisation des services. Et c'est ce qui manque parce que la plupart des collectivités n'ont pas les budgets pour faire des sites internet, pour être référencés, pour avoir des réseaux sociaux. Et donc, moi, je leur apporte tout ça. Et du coup, c'est un service que je leur donne. Voilà. Donc, j'aide le service public, en fait. On imagine que ça fonctionne super bien, que dans 6 mois, c'est génial, etc. Ce serait quoi tes projets, tes futurs projets dans 6 mois, 1 an? J'en ai plein. J'ai déjà tous les axes stratégiques dans ma tête. Alors, moi, franchement, je veux pas passer pour quelqu'un de détestable, c'est pas du tout ça. Mais j'ai plusieurs objectifs dans ma tête, notamment, moi, mon rêve, et je pense que ça serait un grand accomplissement, c'est le jour où je peux racheter des concurrents. Ça serait hyper audacieux, je sais. C'est hyper audacieux, je sais pas si ça arrivera, il y en a peut-être qui me regardent sur le chat, ils vont me dire elle est malade elle. Mais je pense que ça serait vraiment un bel accomplissement de me dire j'ai assez d'argent et je vais aller racheter des concurrents, voilà. Et après le but dans plusieurs années, forcément c'est de partir à l'international parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de pays qui fonctionnent comme le nôtre en termes de salles et aussi au-delà de l'international, c'est que j'aimerais bien après qu'on ait nos propres bâtiments Roomba. Okay. Voilà, avoir un parc locatif. Voilà. D'accord. Alors ça va bientôt être dans 5 minutes à peu près la fin de ce live. On continue. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, franchement, même ajoutez-moi sur LinkedIn, je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. C'est cool. Et elle répond très très vite, même si elle est débordée, elle répond très vite. Franchement, j'essaye de toujours accorder du temps aux gens. C'est vrai que là, il y a quelques articles qui sont parus et on commence à faire un peu de presse, donc les gens m'ajoutent.
et du coup ont des questions. Mais vraiment, n'hésitez pas, je trouverai toujours du temps et je fais pas partie de ces gens qui ne répondent pas. Et si je réponds pas, c'est que je fais pas exprès, donc relancez-moi. Est-ce que tu aurais justement le conseil un peu pour les étudiants entrepreneurs? Quel est le conseil, toi, où tu t'es dit, tiens, ça m'a vraiment aidé? Bah, en fait, je pense que le plus grand conseil, mais il vient au fur et à mesure, et il vient de plein de gens, c'est qu'en fait, faut se faire confiance. Et moi, à chaque fois que je rencontrais des gens et que je disais, ah bah tiens, je vais prendre quelqu'un pour me faire ci, je vais prendre quelqu'un pour me faire ça, même s'il faut avoir l'analyse des gens, bah en fait, moi, tu vois, je voulais un commercial, et en fait, on m'a dit, mais Justine, c'est toi la commerciale, c'est toi qui sais parler de ton projet. Et donc, en fait, le truc où vraiment, vraiment, j'ai envie de dire aux gens, c'est faites-vous confiance, osez, et en fait, vous allez vous découvrir plein de compétences, plein de qualités. Là, je me rends compte que je sais faire un live et parler de façon assez claire. Je ne pensais pas que j'étais capable. Donc, vraiment, faites-vous confiance. Les compétences, elles arrivent, ça s'acquiert. N'ayez pas peur de tomber parce que, en fait, moi, j'ai eu plein de fois, je me suis pris des claques et vraiment, ça permet de se remettre en question et des fois, quand on prend la grosse tête, ben on redescend vite. Donc faites-vous vraiment confiance et c'est un super exercice. Et du coup, prendre confiance sur mon projet, ça m'aide à prendre confiance aussi en moi, du coup, au point de vue un peu plus privé. Et franchement, c'est génial. Donc n'ayez pas peur, c'est pas parce que vous êtes étudiant que vous êtes moins légitime. À partir du moment où vous avez un sujet, vous mettez à fond, vous bossez dessus, vous allez le maîtriser, vous allez être légitime, vous allez apprendre tous les jours. Faites-vous vraiment confiance, maîtrisez vos sujets et surtout, faut pas que vous disiez je me lance pas parce que j'ai peur. Parce que ça serait du coup avoir plein de regrets dans 20 ans, 30 ans et vous allez passer à côté d'une super expérience. Moi, je sais pas ce que je ferais actuellement si j'avais pas eu mon projet. Enfin, je m'imagine pas vivre sans mon projet parce qu'en fait, je respire pour mon projet. Je me lève le matin pour mon projet. Donc vraiment, faites-vous confiance et si vous avez envie de vous lancer, faites-le. Et il y a des gens qui sont là pour ça. Et il y a la Why Not qui est super et qui m'a grave aidé au début de mon projet. Mais vraiment, je dis vraiment merci à la Why Not parce que moi, j'ai eu la chance du coup de bénéficier de ça au moment où je construisais mon business plan et où j'y connaissais rien. Et du coup, avoir accès à des experts gratuitement qui peuvent t'aider sur tous les domaines que toi, tu maîtrises pas, bah, c'était un cadeau incroyable. Et du coup, j'ai pu aller vers d'autres incubateurs parce que j'avais cette expertise et que je maîtrisais du coup les sujets grâce à ces experts-là. Et Nicolas, je vais lui faire de la pub, mais c'est quelqu'un d'incroyable. Nicolas et Olivier, je les aime d'amour. Franchement, Nicolas, du coup, c'est mon avocat. On s'appelle presque tous les jours. C'est quelqu'un de génial qui continue à me suivre dans l'aventure. Donc, vraiment, merci la Why Not qui m'a permis du coup de créer mon projet, mon business plan et d'aller voir d'autres incubateurs où on m'a dit bah ton business plan est super bien ficelé et tout du coup bah on va te prendre. Voilà, ça a été le début d'une super aventure grâce à la Why Not. Ça a été la première marche qui m'a fait que voilà. Je crois qu'il y a une question. Merci pour ça. Ouais, il y a une question d'Elior. Ouais. Alors, que pensez-vous de lancer sa startup avec le statut d'auto-entrepreneur et de switcher sur un autre statut d'entreprise? Franchement, il y a aucun souci. Moi, c'est vraiment les sujets que j'ai abordés avec mon avocat. C'était la première question. Franchement, il y a aucun souci. Tu commences avec le statut qui te convient, où tu te sens pas bloqué. Faut vraiment que vous vous sentiez libre en fait dans votre projet. Si à un moment vous le sentez plus, faut que vous puissiez arrêter sans qu'il y ait trop d'impact sur votre vie ou votre carrière. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer en auto-entreprise, il n'y a pas de problème. Juridiquement, on peut toujours faire les changements. Après, consulter des avocats parce que voilà, mais franchement, il y a aucun souci. Après, passer sur une SASU, passer en SAS, franchement, vraiment, et choisissez le statut où vous êtes le plus au clair et le plus au courant possible, entre guillemets, enfin celui que vous maîtrisez, quoi, et celui où vous vous sentez bien. C'est hyper important. Vous mettez pas dans des carcans. Voilà. Toi, tu es sous quel statut? Alors là, du coup, on est en cours parce que du coup, j'ai un peu changé et tout. Là, c'est SAS. D'accord. Voilà. Ok. Et justement le droit, toi, ça a été quelque chose d'assez fondamental, notamment pour tout ce qui était responsabilité de location de salle. Ouais, carrément, c'est un gros sujet, ouais. Bah, du coup, justement, encore une fois, grâce à la Why Not, je suis pas là pour faire de la pub, hein, mais vraiment, d'avoir rencontré Nicolas, c'était un peu incroyable pour moi. Parce qu'au-delà des compétences juridiques, en fait, il a une compétence business où il m'a ouvert les portes sur plein de trucs. Bah, en fait, le juridique, c'est important parce qu'en fait, moi, du coup, je fais de la location sur des salles municipales qui sont hyper réglementées par des arrêtés, etc. Bref. Et du coup, en effet, j'ai dû construire mon projet
autour du problème juridique. C'est le plus gros problème que j'avais, qui en fait se résout très bien quand tu as un super avocat comme Nicolas. Ok, super. Alors, il n'y a pas d'autres questions. C'est la fin du live. De rien, Elior, avec plaisir. J'ai mis en commentaire le site, donc SOS Sale, N'hésitez qui pas. est maintenant. Carrément, pardon. Qui est complètement. Alors, merci beaucoup pour ce live. La semaine prochaine, nous aurons avec nous Pierre qui a lancé son business et qui lance actuellement son business, qui est aussi un étudiant entrepreneur, qui se lance dans l'entrepreneuriat du tourisme responsable à l'étranger. On échangera avec lui également là-dessus. Merci beaucoup, Justine, pour ta joie, ta disponibilité. Je suis sûr que ton projet va fonctionner. Et puis, bon courage pour la suite. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était trop cool. Bonne journée. Merci à toi. Au revoir. Salut.